Bonjour et merci de nous retrouver ce dimanche pour Sagesse bouddhiste. Dans le Vietnam du XIIIe siècle, il fut un roi qui devint patriarche. Après 16 ans de trône et de gloire, il abdiqua en faveur de son fils et se retira dans les montagnes du Nord-Est pour devenir moine, puis transmettre ensuite à son ancien peuple ses enseignements sur la sagesse qu'il avait acquise. À travers l'histoire du roi Tranantong, devenu le patriarche Truklam Dutanga, nous allons aujourd'hui adresser un message aux dirigeants et aux décideurs de tout domaine. Avec la pratique de la méditation, on peut parvenir à la vision juste et trouver la sagesse pour conduire le monde. Un message d'autant plus actuel que la société est en crise et la planète en danger. Il y a plus de 700 ans, l'expérience du patriarche Truklam Dutanga a été probante. C'est ce que nous allons découvrir avec notre invité, le vénérable Thich Tuệ Quang. Vénérable, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le disciple du vénérable Thich Thanh Tu, qui est le fondateur du bouddhisme Thiền Tông, le zen vietnamien, qui est implanté en Occident depuis 40 ans environ. Vous enseignez la méditation Thiền Tông, notamment en Île-de-France, à Vitry-sur-Seine et à Villiers-sur-Marne, et puis aussi pour la Sangha de Belgique à Bruxelles. Merci de répondre aujourd'hui à nos questions. Merci. Alors tout d'abord, un rappel historique. Qui fut ce roi devenu patriarche et finalement fondateur du bouddhisme Thiền? Alors, le roi Trần Nhân Tông, c'est le troisième roi de la dynastie Tang au XIIIe siècle. Il est né en 1258 et nommé roi à 20 ans. Et à 36 ans, il a abdiqué en faveur de son fils. Et pour pouvoir se consacrer à la pratique spirituelle, et à 41 ans, il est parti se réfugier dans les montagnes Yên Tử pour être moine. Voilà. Et il fut le patriarche Truklam Dutanga. Il a choisi cette voie dure, ascétique, mais également qu'il est patriarche de la lignée bouddhiste Thiền, Truklam Yên Tử. Voilà, c'est-à-dire bouddhisme Thiền de la lignée de Bambuzere de Yên Tử. Il a un héritier spirituel actuellement qui est le Thiền Tông vietnamien. Alors, le bouddhisme Thiền Tông vietnamien a été restauré par le grand vénérable Thich Thanh Tu seulement vers la fin du XXe siècle. Et ce bouddhisme, il est maintenant répandu aux États-Unis, en Europe, en Australie, au Canada, depuis à peu près 4 décennies. Ce roi a une vie assez courte, je crois, voilà, mais exemplaire. Sa vie est très brève, juste 51 ans, mais il nous a laissé, sa vie est très riche en événements et riche en expériences. Alors justement, quelles expériences pouvons-nous tirer de l'histoire de ce roi? Il se fait roi, il s'est roi, mais il se fait moine en même temps, et après il a enseigné à son peuple et à ses mandarins, et avec les 5 préceptes et les 10 bonnes actions à suivre. Voilà. Et que de là, ça permet aux gens de travailler avec la méditation, et ça lui permet de donner le non-peur, la confiance en soi et surtout la responsabilité devant les engagements et également le respect de l'autrui et de l'environnement. Quels sont les 5 préceptes? Les 5 préceptes, c'est simple: ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre des inconduites sexuelles, ne pas faire des mensonges et ne pas prendre des boissons enivrantes, et qu'il faut ajouter dans notre société toute absorption des drogues addictives et des jeux vidéo violents. Alors, vénérable Tuệ Quang, que propose concrètement le bouddhisme, et notamment le bouddhisme Thiền vietnamien, pour aider la société moderne à se relever de la crise? Alors, pour se relever de la crise, il fallait 3 conditions pour le commun des mortels. C'est l'intelligence, la compétence. Il faut se faire aider également avec la sagesse bouddhiste. Alors, dans le bouddhisme et le Thiền Tông, on travaille pour obtenir la sagesse transcendante qu'est l'éveil. À ce moment-là, il suffit de pratiquer les trois étapes de perfectionnement de soi,
à savoir l'éthique, le sila, la concentration mentale, le samadhi, et la sagesse, patnya en pali. Alors, l'éthique constitue la base fondamentale de ce perfectionnement de soi. Pourquoi est-ce qu'elle est primordiale par rapport à la concentration mentale et à la sagesse? Oui, l'éthique, c'est comme la base d'une construction. S'il n'y a pas de base, on peut rien construire. Par conséquent, sans éthique, même si vous avez la concentration, même si vous avez la sagesse, ça n'amène à rien du tout, sauf à des aberrations ou à des leurres. On se trompe les autres en se trompant soi-même. À notre époque et dans un État, dans une nation, qu'apporte justement la contribution de l'éthique bouddhiste? Dans un État ou dans une nation, l'éthique s'assimile à un code civil des nations comportant des lois statuant sur droits et devoirs des citoyens. Alors, on va passer à la deuxième condition préalable au perfectionnement de soi. Après l'éthique, il y a la concentration mentale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? Pour obtenir cette concentration ou samadhi, il faut que le pratiquant s'exerce à des techniques suivantes, à savoir la maîtrise de la pleine conscience, la pratique de la concentration mentale, le samatha, et la vigilance, l'attention vigilante sur la respiration. Ça permet de prendre conscience de la gravité des problèmes? Et ça se permet, une fois qu'on comprenne la nature exacte des choses, on voit bien le degré de gravité qui s'offre en ce moment à notre société, et que si les leaders nationaux ou les dirigeants d'entreprise, s'ils prenaient conscience des gravités de ces problèmes nationaux ou mondiaux, ils peuvent prendre des mesures à ce moment-là plus efficaces pour se rassembler, pour agir en vue de traiter le problème plus efficacement, de façon appropriée. Et que surtout, c'est pour enrayer la poursuite inexorable des ressources naturelles et d'agir en même temps sur la pollution, le réchauffement climatique et la planète. Et deuxièmement, c'est surtout pour raviver la conscience humaine interplanétaire pour une société meilleure et harmonieuse. Alors certains dirigeants ou leaders qui sont très occupés pourraient dire que c'est un gaspillage de prendre le temps de faire le calme mental. Nous perdons une demi-heure, mais nous gagnons autrement en efficacité. À savoir que le pratiquant qui fait la pratique, il peut devenir plus clairvoyant, plus percutant et sage en même temps, d'où il trouve plus facilement la solution à ses problèmes. Alors après l'éthique, après la concentration mentale, la troisième condition préalable au perfectionnement de soi, c'est la sagesse. La sagesse, c'est le fruit de la concentration mentale plus la vision profonde. À l'époque du roi Trần Tông, le patriarche, depuis sa jeune enfance, jeunesse, il a déjà appris cet adage enseigné par son maître, Tuệ Trung Thượng Sĩ, à savoir s'observer et s'éclairer soi-même. C'est son devoir principal dont l'accomplissement ne dépend nulle part ailleurs. Il a enseigné, une fois patriarche, aux pratiquants monastiques de faire cette vision profonde qui permet de voir la nature exacte des choses. Et la nature exacte des choses n'est autre que la bouddhité qui est éminente en nous et qui est cette sagesse, cette connaissance transcendante qui est omniprésente
et qui est immanent en chacun de nous. Finalement, Vénérable Tuệ Khang, la méditation permet d'acquérir une vision juste sur soi-même, sur l'environnement. Est-ce que cette vision peut avoir un réel impact sur le monde, si tout le monde la partage? Il ne peut avoir qu'un impact positif que si on pratique. Et que si quand on pratique la méditation, il y a une ouverture de cœur et d'esprit vers la sagesse et vers la compassion. Sinon, ça n'apporte rien du tout. Pour conclure, finalement, notre monde ne pourra évoluer dans le bon sens que si tout un chacun partage cette vision juste. Si la vision se porte sur des valeurs négatives telles que l'attachement à l'argent, au sexe, l'attachement au pouvoir, aux honneurs, à ce moment-là, que devient l'humanité? Alors que sinon, si ce sont Par contre, si on pratique la méditation et qu'on respecte l'éthique, à ce moment-là, les valeurs positives telles que la compassion, l'altruisme, le contentement de l'autosuffisance, le respect de la vérité, ainsi que le développement de la sagesse, qui est conséquence de la pratique des 5 préceptes. De même, elles permettent, avec les 10 bonnes actions, de transformer positivement notre mental, nos paroles et nos actes, et elles permettent également aux êtres de s'épanouir, d'avoir le bonheur, de vivre heureux dans sa famille, à la société, de tenir des relations d'entraide, de solidarité, et de même pour entre les nations, des relations d'inter-être et d'interdépendance, qui ne sont en fait que des membres de la même famille, de la même planète, qui est notre Terre, la mère nourricière. Et c'est le message que vous vouliez donner. Alors le message, si je pourrais apporter une note positive, c'est que ce message porte au public le plus loin possible sur cette terre qui est notre vraie patrie de l'humanité tout entière. Et que chaque citoyen, chaque habitant de cette planète bleue puisse connaître un jour ce que c'est l'authenticité du bonheur, de paix, de solidarité, de la compassion. Voilà, c'est sur ces mots que nous allons terminer. Mais Vénérable, merci d'avoir répondu aujourd'hui à nos questions. Je vous remercie beaucoup et merci chers auditeurs. Pour prolonger cette émission, voici quelques suggestions de lecture. Tout d'abord, Esprit Mani de Thich Nhat Hanh aux éditions du Jubilé. Le maître y enseigne que le véritable joyau, ce n'est pas l'or ou l'argent que nous devons chercher, mais le trésor caché qui est en chacun de nous. Méthode de méditation assise de Thich Nhat Hanh, traduit et édité par le groupe Sadharma, un petit guide décrivant photo à l'appui la posture et les gestes essentiels pour parvenir sans mal à la méditation. Un livre des moines bouddhistes dans le Vietnam d'autrefois de l'historien Philippe Langlais, illustré par Dominique de Misco, édition Aquilon. Il s'agit de stances extraites et traduites d'un ouvrage bouddhiste du XIVe siècle qui donnent à voir la profondeur et la modernité de la sagesse bouddhiste vietnamienne. Et enfin, Vietnam d'Anne-Valérie Schweyer aux éditions Olisane, un beau livre illustré sur l'histoire culturelle et religieuse du Vietnam. Cette émission se termine, vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site de France 2, sur plus.fr. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un très heureux dimanche et nous donnons rendez-vous la semaine prochaine.